Bonjour à toutes et à tous, rebonjour plus exactement. Notre programme continue sur En ligne pour ta planète depuis l'abbaye de Fontevraud où se déroule la Global Conférence et nous sommes ravis d'accueillir Antoine Doussin. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, je m'adapte. Et vous êtes directeur adjoint RSE du groupe La Poste. RSE, c'est responsabilité sociale et environnementale. Et environnementale, d'accord. Et on va parler d'économie collaborative. Et donc, pourquoi la Poste, pourquoi l'économie collaborative, tout ça, c'est le programme du quart d'heure qui suit. Parfait. Et on attaque direct avec une question d'Erika. De quelle manière le groupe La Poste a-t-il ouvert l'économie collaborative à ses clients? Du coup, est-ce qu'on doit parler de clients encore quand on parle d'économie collaborative? Ah, c'est intéressant. Oui, parce que le client est au cœur de l'économie collaborative. Le concept de l'économie collaborative, c'est de mettre en relation les utilisateurs, les clients entre eux. Alors, pour répondre peut-être particulièrement et spécifiquement à cette question, de quelle manière, par exemple, sur l'aspect finance et crowdfunding, puisque on a plusieurs, je dirais, domaines dans l'économie collaborative, et notamment le financement participatif. La Poste est partenaire de KissKissBankBank et de Hello Merci, qui organise finalement du prêt entre particuliers. Donc on a permis à nos clients finalement d'utiliser ces plateformes collaboratives de crowdfunding par le biais de KissKissBankBank et de Hello Merci pour financer des projets par le biais du financement collaboratif. Donc c'est un exemple de ce qu'on fait aujourd'hui sur l'économie collaborative, mais il y en a bien d'autres. J'imagine qu'il va y avoir des questions sur qu'est-ce qui vous motive pour partir dans cette économie collaborative? Une question de Banjo. Faut-il vraiment opposer économie collaborative à économie traditionnelle? Alors, est-ce que l'économie collaborative est si nouvelle que ça? C'est finalement la question. L'économie collaborative, comme je disais, c'est de la mise en relation d'utilisateurs, de clients entre eux. Et ça va de l'achat de produits, de revente de produits, d'échanges, de troc. Le troc est un bon exemple. Est-ce que le troc est si nouveau que ça? Non, c'est même à l'origine de l'économie. Donc, l'économie collaborative en soi n'est pas nouvelle. Ce qu'on faisait il y a maintenant très longtemps sur le partage des moyens de production, notamment dans l'agriculture, sur tout ce qui était les moulins pour le pain, les fours à pain, les lavoirs. Les lavoirs, c'est l'ancêtre de la machine de mon voisin, enfin du site La machine de mon voisin. Ce qui a profondément changé, c'est pas tant la notion de partage concernant l'économie collaborative, la notion de solidarité. Ce qui a profondément changé et accéléré le phénomène, c'est la dimension numérique. C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller plus vite, d'être instantané, de toucher plus de monde. Et j'aime bien l'idée, enfin l'exemple du troc. Le troc, hier, on a inventé la monnaie parce que c'était compliqué de trouver deux personnes qui avaient un intérêt commun à échanger des produits différents. Donc, et donc c'est pour ça que le troc a trouvé sa limite. Aujourd'hui, j'ai vu une start-up il n'y a pas très longtemps qui était sur une proposition intéressante, qui était finalement grâce à un algorithme, à la puissance du calcul aujourd'hui des serveurs et du numérique, permettre à 100 personnes de réussir à s'échanger des choses, à troquer des choses, grâce justement à la puissance du numérique. En gros, vous avez 3 personnes, vous en avez une A qui est intéressée par le bien de B, qui elle est intéressée par le bien de C. Donc les systèmes aujourd'hui arrivent à matcher finalement ces besoins, ces offres et ces demandes dans un univers de troc. On ne savait pas le faire hier, ça existait, mais on ne savait pas aller aussi loin dans la puissance. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille opposer économie collaborative, nouvelle économie et puis l'économie traditionnelle. Je pense que l'économie collaborative, l'économie du partage, grâce à cette dimension numérique, a vocation à devenir une économie traditionnelle. Voilà. D'accord, on continue un peu dans la même veine avec KissCool qui nous dit, qui est un peu critique, aujourd'hui tout est participatif, collégial, collaboratif, le travail, le financement, l'économie, effet de mode ou vraie tendance de fond.
Et puis je continue, je vous pose d'autres questions en même temps parce que on est sur le concept, on va peut-être passer à des choses concrètes après. Que s'est-il dit lors de votre table ronde aujourd'hui? L'économie traditionnelle va-t-elle un jour disparaître au profit de l'économie collaborative? Alors, effet de fond, en tout cas accélération. Quand on interviewe, quand on enquête auprès des Français, des utilisateurs, alors après, ça dépend de la définition de l'économie collaborative. Mais si on prend une définition au sens large, c'est-à-dire c'est effectivement une économie qui met en relation des consommateurs avec des consommateurs. Donc ça intègre des sites comme leboncoin.com, groupon.com, des choses comme ça, donc des choses marchands, mais qui ont cette vocation à créer du lien entre les consommateurs. Si aujourd'hui on interroge, on a à peu près 50% des personnes interrogées, des Français, qui disent avoir eu une expérience dans le collaborative, et on en a 80% qui disent une intention d'aller d'avoir une expérience dans le collaboratif. Donc, en tout cas, en termes des utilisateurs, c'est un mouvement de fond. Voilà. Après, c'est aussi un mouvement de fond dans le sens où on a des vrais success stories qui sont mises en évidence aujourd'hui et qui sont les lièvres de cette économie collaborative. Et je pense fondamentalement à Blablacar, par exemple, sur le covoiturage, qui aujourd'hui draine un certain nombre des millions, enfin plus de 10 millions d'utilisateurs. Airbnb, pareil, sur tout ce qui est la location entre particuliers. Donc, c'est Airbnb, oui. C'est un mouvement de fond dans le sens où ça s'accélère. C'est relativement marginal, mineur en termes de volume aujourd'hui. Mais on sent bien que les grands acteurs de l'économie traditionnelle sont aujourd'hui impactés. Quand on parlait le covoiturage impacte fondamentalement des opérateurs du transport. Et c'est pas pour rien que la SNCF s'est intéressée à Blablacar. Et voilà. C'est pas pour rien que les chaînes d'hôteliers, grandes chaînes Accor, par exemple, s'intéressent à ces nouvelles formes de location entre particuliers. Donc, je pense pas que ça soit un effet de mode. Enfin, en tout cas, ça fait maintenant quelques années que les choses se développent. Et je pense que ce qui s'est dit, pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que finalement, l'économie collaborative, à l'origine, est partie d'un mouvement, on va dire, alternatif, contestataire à un modèle capitalistique. Et on se rend compte que petit à petit, c'est une économie qui rejoint le modèle capitalistique. Blablacar, Airbnb sont aujourd'hui des modèles critiqués par les purs de l'économie collaborative. Et c'est intéressant de constater qu'au sein des acteurs de l'économie collaborative, il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir des redéfinitions de périmètre entre est-ce qu'on est un pur collaboratif, est-ce qu'on est un collaboratif vendu au capitalisme. D'accord. Intéressant de constater que les définitions continuent de bouger, les périmètres continuent de bouger, les définitions continuent de bouger. Oui, c'est en pleine ébullition. Oui. Question de Tania, quels sont les projets les plus innovants en matière d'économie collaborative? Vous en avez un petit peu parlé, vous avez parlé de Blablacar, vous avez parlé de Airbnb. Alors moi j'ai envie de parler des projets de la Poste, de la vision, la vision qu'a la Poste sur ces sujets. On a... Quand on interroge aussi les utilisateurs ou les futurs utilisateurs de ces modèles collaboratifs, la première chose qu'ils disent, c'est on a besoin de confiance. C'est-à-dire que c'est un modèle qui repose sur la confiance. Comment on va créer une relation, une transaction avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra pas globalement. Donc, pour ça, il faut un minimum de confiance. Et donc, les modèles collaboratifs se développeront plus il y aura de la confiance. Et la Poste, on connaît la confiance. C'est un capital immatériel qu'on a développé depuis des années. Vous laissez rentrer votre facteur chez vous sans lui poser trop de questions. Vous êtes même content de le faire rentrer. C'est lui qui s'en pose. Ou c'est lui qui rentre. Enfin voilà. Donc vous ne vous posez pas la question de est-ce que le facteur a ouvert mon courrier avant de me le déposer? Non. Il y a un serment de confidentialité. Enfin voilà. Donc il y a une espèce de gage de confiance qui est un actif fort chez nous.
Et on pense qu'on peut le transformer dans cette économie collaborative. Et donc on a un projet, c'est plus qu'un projet, c'est un service qu'on propose à l'ensemble des utilisateurs qui s'appelle l'identité numérique. Donc vous googlisez identité numérique La Poste et vous tomberez sur un site où vous pouvez vous créer une identité numérique. Qu'est-ce qu'une identité numérique? C'est une identité, c'est le fait qu'un postier, un facteur, soit venu chez vous et bien constaté que vous vous appeliez Monsieur Durand, vous habitiez à cette adresse, vous déclarez comme utilisateur des sites de e-commerce. Et cette identité numérique, donc, elle vous donne finalement, elle donne la garantie à tous les autres acteurs, personnes qui vont être en contact avec vous dans ces transactions, que vous avez bien cette identité, que vous n'êtes pas aux îles Caïmans, que vous n'êtes pas en train de faire du phishing. Et petit à petit, dans l'ensemble de vos transactions, c'est une identité numérique qui va vous suivre et qui va conforter votre profil de confiance. Voilà, donc c'est un service qu'on a lancé. Et on pense que, enfin voilà, c'est un exemple au travers duquel on pense que La Poste peut être un acteur, un tiers de confiance dans cette économie qui se développe. Alors on continue, alors on va rentrer plus dans un exemple, une question de Julien. KissKissBankBank, c'est quoi exactement? Alors, KissKissBankBank, c'est une plateforme de crowdfunding, une plateforme de financement participatif. Le principe, alors donc on est partenaire de KissKissBankBank, qui est une société en soi, et donc nous on est partenaire. Et le principe, c'est que une personne qui a un projet professionnel, a priori, ou personnel en tout cas, qui a un besoin de financement, va faire une demande de financement participatif, c'est-à-dire va déposer son projet sur la plateforme et puis va ouvrir un appel à financement de l'ensemble des autres personnes, des autres internautes. Donc le principe est, plutôt que de passer par une institut bancaire, un système bancaire, c'est d'avoir un système où chacun peut financer le projet de l'autre. Au travers d'une plateforme collaborative. Donc c'est ça le principe de KissKissBankBank. Il n'y a pas que KissKissBankBank, il y en a d'autres, mais on est nous partenaires de KissKiss. Vous n'êtes pas un peu schizophrène, puisque vous avez une grosse activité bancaire quand même? Alors, on n'est pas schizophrène, je dirais qu'on voit l'avenir. C'est-à-dire que La Poste est une entreprise, qui a un passé, qui a une histoire, quelques siècles d'histoire, et c'est une entreprise qui a envie d'avoir un avenir, qui a envie de développement. Et oui, on a une activité bancaire. D'ailleurs, jusqu'à présent, la stratégie qu'on a mis en place au sein du groupe est pas si mauvaise que ça, puisqu'on a décidé d'être opérateur de plusieurs activités bancaires, colis, le courrier, et puis notre réseau de distribution qui nous permet de distribuer aujourd'hui autre chose que ces trois produits. On fait de la téléphonie mobile, par exemple, dans les bureaux. Donc, on a une stratégie de diversification. Elle est payante parce qu'aujourd'hui, le courrier se casse un peu la figure, mais le reste réussit à prendre un tout petit peu le relais. Donc, on a toujours eu ce souci de préserver l'avenir. L'économie collaborative est une manière de voir l'avenir. C'est-à-dire que pour le secteur bancaire, on pense que, pour l'instant, c'est marginal, mais on pense que ça peut être un réel concurrent, je ne sais pas, en tout cas modèle complémentaire au système aujourd'hui bancaire. Et donc on a plutôt intérêt à être dans le mouvement sur ce sujet-là. Très bien. Alors, il y a une question purement factuelle. On vous demande, c'est Mania qui vous demande, avez-vous participé au WeShareFest? Oui, je sais pas ce que c'est. Oui, le WeShareFest, c'est une association. Alors le WeShare, c'est une association d'acteurs de l'économie collaborative. Là, pour le coup, c'est des purs et durs. Oui, donc j'ai participé au WeShareFest, c'était il y a 2-3 semaines, à Paris. Je suis même intervenu pour expliquer effectivement en quoi La Poste travaillait sur ces sujets-là. On est acteurs, on est partenaires. Et donc c'est vraiment un endroit, je l'ai découvert pour la première fois parce que ça fait moins d'un an que je travaille sur ces sujets au sein du groupe, donc c'est la première fois que j'ai assisté au WeShare. C'est un moment assez magique, c'est un endroit,
c'est un endroit magique, c'est sous une tente de cirque, avec énormément de convivialité, de contact, de liberté, d'échange. Il y a un côté très alternatif, très altermondialiste. Et c'est d'ailleurs là où on estime qu'un certain nombre d'acteurs de l'économie collaborative qui ont démarré dans le social business sont aujourd'hui entrés dans un modèle un peu plus d'entreprise. Voilà, donc, ils ont trahi la cause. C'est là, voilà, ils ont un peu, oui, il y a un peu de ça. Donc oui, on est acteurs et on était même partenaires. Voilà, pour aller plus loin dans la question et répondre précisément, on était même partenaires et donc on a financé en petite partie le WeShare. Et je vais vous poser les 2 dernières questions en une fois parce que d'abord le temps presse et ensuite elles sont assez complémentaires. La première de Paloma, pensez-vous que l'économie collaborative peut impacter tous les secteurs d'activité? Et la deuxième de Lucas, l'économie collaborative semble avoir ses limites, peu de projets trouvent des financeurs et les retours sur investissement sont rares. Quel pourrait être le nouveau souffle de l'économie collaborative dans les années à venir? Est-ce que c'est vrai? Question compliquée. Est-ce que vraiment ça s'essouffle la première question sur les périmètres, les domaines, je crois qu'il n'y a pas de limite. Il y a vraiment, si on est sur la consommation collaborative, parce qu'il y a plusieurs champs, il y a la consommation, il y a le financement, il y a l'éducation, les systèmes de MOOC et d'éducation collaborative, il y a le do-it-yourself. Tout ça est très vaste, mais si on se limite à la consommation collaborative, je crois qu'il n'y a pas de limite tant qu'on est sur un produit où la fonctionnalité du produit peut remplacer potentiellement la propriété. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Ce qui me fait dire ça, c'est que au WeShare, justement, WeShare Fest, j'ai eu la surprise de voir Castorama, un distributeur comme Castorama, qui s'est rendu compte qu'effectivement, son économie traditionnelle pouvait être perturbée par cette économie d'échange, de prêt. C'est un exemple qui est pas mal repris. Vous connaissez la durée de vie effective, d'utilisation effective d'une perceuse, dans la vie d'une perceuse. Une perceuse travaille... Moi qui risque de l'abîmer beaucoup, mais non. Même un bricoleur très averti l'utilise a priori 8 minutes dans la vie. Voilà, dans la vie d'une perceuse, elle travaille 8 minutes. Et donc, c'est là où on voit toute la force de l'économie collaborative. Plutôt que d'acheter une perceuse, c'est de se la passer et de l'utiliser. Donc Castorama a bien vu ça. Et donc, ils sont en train de travailler sur de l'échange de services, de savoir autour du bricolage pour continuer à faire que les gens qui ont besoin d'une perceuse puissent au moins penser à Casto dans ces situations-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite en termes de produits et de services. Il y a encore plein de choses à inventer. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que ça s'essouffle? Oui, j'ai l'impression que ça s'essouffle. Moi, j'entends la question, il y a beaucoup de startups qui se lancent et il y a peu d'élus. C'est pas faux. Et d'ailleurs, comme l'économie collaborative, le modèle, l'évolution des structures de l'économie collaborative, finalement, suit un peu la règle générale. C'est-à-dire qu'au départ, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de startups, tout le monde se lance sa startup. C'est dommage pour vos copains de WeShare, mais c'est le Et puis petit à petit, ça se concentre. Et on le voit bien aujourd'hui sur le covoiturage. Enfin, il y a 10 ans ou 5 ans sur le covoiturage, il y avait beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, on ne parle plus de Blablacar parce qu'il y a concentration d'acteurs, voilà, donc je ne pense pas que ça s'essouffle, je pense que ça se concentre. Oui, c'est ça, et c'est la qualité de service qui fait la différence, j'imagine. Oui. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée, le nom, la marque. Oui. On a beau être dans une nouvelle économie, la valeur de la marque... Et puis la marque inspire confiance, sans vous parler de confiance. Voilà, la marque a une valeur dans l'économie collaborative et l'économie et la nouvelle économie. Donc c'est en ce sens qu'elle rejoint aussi l'économie traditionnelle. La marque continue d'avoir de la valeur. D'accord, très bien. Écoutez, on va s'arrêter là. Antoine Doussin, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez la malchance de rentrer. Je vais rejoindre Paris, mais c'était un plaisir d'être avec vous et puis les internautes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.